contrôle dans l'atelier, tout en permettant aux chefs d'équipe, de superviseurs de monter d'un cran et d'être plus sur l'amélioration. Mettre en place un comité de pilotage avec reporting opérationnel, si possible mensuel. Si c'est suivi, il se passe quelque chose. Si c'est pas suivi, il ne va rien se passer. Donc, le comité de pilotage avec reporting opérationnel, c'est essentiel pour que les équipes se mettent en mouvement. Et encore une fois, ça vient du patron. Une fois qu'on a fait tout ça, on est mûr pour écrire les plans d'action de l'unité, les plans d'action de l'usine ou de la zone administrative service. Et on va, ça aussi c'est important, lier le processus budgétaire au potentiel d'amélioration. C'est-à-dire que si on a 40% de potentiel d'amélioration sur tel indicateur, ce serait un peu dommage d'avoir un budget qui est calé à 3%. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 10, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 15. Alors après, dans l'amélioration continue, une fois qu'on a fait tout ça, le processus de déploiement de politique, de déploiement des indicateurs, il faut l'ancrer dans le temps, faire en sorte qu'il soit récurrent, qu'il soit toujours calé sur les potentiels, on va y revenir. Il y a un sujet renforcement des processus RH, sur comment on évalue les gens. Est-ce qu'on les évalue tous? Est-ce qu'on les évalue tous à la bonne maille? Est-ce que c'est tous les 2 ans, tous les ans, tous les 6 mois? Comment je les mets en compétence, donc processus de formation. Donc on a vu qu'il y avait de nouveaux besoins de formation. Donc est-ce qu'on accompagne bien ces nouveaux besoins de formation? Comment je recrute, en particulier les patrons? Si je les recrute et qu'ils n'ont aucune connotation lean, ça fait du dégât, et j'ai quelques expériences sur le sujet. Comment on intègre les nouveaux arrivants? Et enfin, les filières de mobilité. La fonction Lean devient un peu elle est à intégrer dans la gestion des filières de mobilité, les fameux career pass, on dirait en anglais, pour générer un leadership Lean de l'ensemble de l'encadrement. Ça veut dire qu'un manager d'unité, de site, doit être un manager qui, à un moment ou à un autre, est passé par une fonction Lean. Sans quoi il n'y croira pas, il n'aura pas le leadership, il n'aura pas l'expérience nécessaire pour appuyer la démarche. Au bout d'un moment, quand tout ça est très mûr, on est mûr et que les superviseurs sont maintenant un peu détachés de l'opérationnel, raisonnablement détachés de l'opérationnel, on est mûr pour déléguer l'animation des chantiers aux opérationnels eux-mêmes. Et ça veut dire qu'auparavant, ils ont assisté à un certain nombre de chantiers et qu'ils ils ont compris la logique et ils sont capables d'animer eux-mêmes. Je me souviendrai longtemps d'une interview que j'ai faite d'une responsable du système de production Valeo de Valeo Sens, donc du Lean de Sens. Et c'est une usine de 900 personnes, et j'ai interviewé la personne, je lui ai demandé, mais alors qu'est-ce que vous faites de vos journées? Elle me dit, moi je coach. Ah bon, vous coachez, mais vous coachez quoi et qui? Et elle me dit, mais je coach les gens qui font des chantiers. Je lui dis, mais non, mais alors vous faites plus de chantiers? Elle me dit, non. Mais alors qui fait les chantiers chez vous? Les superviseurs, donc les chefs d'équipe, et les techniciens méthodes. Ah bon, mais ils sont formés? Oui, oui, je les ai formés, et donc maintenant je les accompagne en préparation de chantier, en suivi de chantier. Donc on peut aller jusque-là. Et enfin, à ce moment-là, on peut aussi s'intéresser aux fournisseurs. Alors à ce moment-là ou avant, en fonction des dégâts que causent les fournisseurs dans notre organisation, et travailler sur la partie développement fournisseur. Alors, on va essayer maintenant d'illustrer cette approche, donc de prendre chacune des parties de la tenaille. Alors, la tenaille, le ballon de rugby, l'ellipse, on l'appelle comme on veut, mais de cette approche. Alors, certains d'entre vous reconnaîtront cet œil. Apporter un autre regard sur ces activités, apprendre à voir les gaspillages. Alors, c'est pas fait pour être lu, mais retenez simplement que la VSM, Value Stream Mapping, est un outil de diagnostic pour aussi bien d'ailleurs manufacturing que service, qui permet d'identifier les opportunités d'amélioration. Et sur une feuille de papier, on décrit l'ensemble du fonctionnement du processus
de l'usine, du processus administratif ou de l'usine, avec généralement des constats qui parlent d'eux-mêmes, qui sont que l'on voit tout de suite. Donc la VSM est un instrument majeur de diagnostic, mais pas le seul. Lorsqu'on est en usine et que l'on souhaite améliorer le TRS machine, bien entendu, l'analyse des pertes de TRS fait parfois ressortir des potentiels à 20 points par exemple. Là, on est à 45%, on peut aller jusqu'à 65%. Donc c'est une analyse complémentaire à la VSM qui permet également de chiffrer le potentiel d'amélioration. Donc 20 points, ça fait pas moins de 50% de capacité en plus. Alors, vous avez la même chose sur la main-d'œuvre, toujours en usine. Quand vous prenez des chronos sur une ligne, en l'occurrence c'est une ligne d'emballage de pièces pour des meubles en kit. Vous avez le temps de cycle tapis qui est ici. Donc tapis, c'est imaginez un tapis qui défile et chaque 15 secondes, le tapis a un incrément. Et en fait, quand vous mesurez les temps de cycle opérateurs, vous constatez qu'ils sont plutôt sur les barres vertes. Donc en fait, l'écart entre les barres vertes et la ligne pointillée, c'est les attentes. Donc vous constatez sur ce graphique que c'est un exemplaire, hein, pour être plus précis, c'est un diagnostic qu'on a fait la semaine dernière, vous voyez c'est tout frais. Donc vous avez pour le cas présent 43% de potentiel de productivité main-d'œuvre possible. Alors peut-être pas en un coup, hein, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour le faire, mais on peut aller jusque-là. D'autant que dans la partie verte, vous avez encore plein de gaspillage. Donc ça rajoute aux 43%. Mais bon, je ne vais pas vous faire peur tout de suite. Alors, la même chose sur un temps de changement. Là encore, on est dans une usine. On regarde un changement de série, en l'occurrence une grosse ligne de transfert de perçage. Le changement dure 22 minutes. Il y a 2 opérateurs. Sur les 22 minutes, il y a 50% de rouge, c'est-à-dire de non-valeur ajoutée, qui pourrait être éliminable avec un minimum d'organisation et d'anticipation. Donc là, le chiffre, le potentiel, c'est 50%. Là encore, peut-être qu'on ne va pas tout gagner en un coup, mais on sent, on est assis sur 50%. Alors, ça c'était le diagnostic. Donc maintenant, il y a des gros chiffres, donc il va falloir qu'on s'y mette. Donc s'y mettre, ça veut dire faire des chantiers. Donc chantier, là vous avez le chef d'équipe, là vous avez la logistique, là vous avez l'opérateur de production, là vous avez l'opérateur de maintenance. Donc tout le monde s'y met, et tout le monde met la main à la pâte. On sélectionne un sujet focalisé, par exemple, je ne sais pas moi, chantier SMED de la ligne transfert de perçage. On s'assure de la disponibilité des équipes sur 3, 4, 5 jours. Et puis on agit, on fait. Et après, une fois qu'on a fait, il faut suivre. Il y a un certain nombre de choses à faire pour suivre et pour faire en sorte que les résultats obtenus dans cette semaine ne retombent pas. Il y a aussi des choses à faire au niveau culturel, leadership, comportemental du management. Alors, un exemple de chantier, bon, là j'ai pris un chantier Oshine, qui est un chantier juste à temps, équilibrage productivité main-d'œuvre. J'aurais pu prendre un chantier SMED, peu importe. L'objectif du chantier était d'améliorer l'ergonomie des postes de travail, la productivité main-d'œuvre. Avant le chantier, on a partie gauche des approvisionnements qui sont à 1,80 m pour des cartons de 23 kg. Pas de possibilité de stocker la diversité à poste, donc on en met derrière, on en met par terre. Et donc forcément tout ça, c'est de la non-ergonomie opérateur et c'est des gaspillages et de la sous-productivité opérateur. Donc qu'est-ce qui a été fait? Réfection de tous les bords de ligne de manière à pouvoir stocker des poids de 10 kg maximum, passer en anti-conditionnement recyclable, avec retour de vide, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire des retours à vide, donc on mettait les cartons par terre, on se prenait les pieds dedans, il y avait des accidents, etc. Puisqu'on passe en petit conditionnement, on arrive à stocker toute la diversité à poste, et on arrive à créer des retours de vide, de manière à ce que l'opérateur, quand il a fini son conditionnement, retourne immédiatement. Donc on gagne en fait sur tous les tableaux, on gagne en productivité main-d'œuvre, on passe de 5 à 4 opérateurs à iso-volume, donc on est à plus de 25% de productivité.
et en même temps on gagne en ergonomie. Donc les deux vont de pair, hein, c'est important. On gagne en ergonomie, en conditions de travail, par la suppression des tours de charge et des retours de vide plus adéquats. Donc ça, c'était l'approche chantier. Ensuite, on dit, puisqu'il y a un potentiel de, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50%, il va falloir que le patron déploie les objectifs du haut vers le bas de son organisation pour impliquer son niveau N-1, son niveau N-2, alors déjà son niveau N-1, dans l'amélioration. Donc, décliner ses objectifs à lui, le patron, sur ses collaborateurs, sur les axes sécurité, qualité, coût, délai, service. Et en demandant à ses collaborateurs de fournir des plans d'action. Et en suivant un certain nombre d'indicateurs avec des objectifs clairs. Donc cette démarche de déploiement des objectifs est fondamentale pour qu'il se passe quelque chose. Si pas d'objectif, pas d'action et pas de sens à tout cela. On ne peut pas faire du lean et en espérer des résultats sans avoir posé le niveau d'exigence. Sinon, il ne se passe rien. Faites du lean et les résultats s'amélioreront, c'est une chimère, à mon sens. On aura des résultats locaux, mais qui ne tiendront pas dans le temps. Alors, une fois qu'on a fait ça, là aussi, c'est pas fait pour être lu. On a le plan de travail d'une usine. Bon, en diagnostic, il peut arriver dans le diagnostic. Mais on retrouve des thèmes du type augmentation capacité, TRS, amélioration de productivité main-d'œuvre, organisation et management. Enfin, il y en a pour tout le monde. Et c'est on va dire, le savant mélange de tout cela qui va permettre de faire avancer le site ou la zone opérationnelle si on est en service office. C'est important de mettre sur papier ce plan de travail pour que les patrons se rendent compte de tout ce qu'il y a à faire, des ressources que ça va nécessiter, mais des gains que ça peut occasionner. Donc en face de chaque action, vous avez bien entendu l'impact, là 20 points de TRS, là le nombre de colis par personne et par heure multiplié par 2. Et là, il n'y a pas d'impact chiffrable, mais c'est la clé pour déclencher et accompagner le changement. Tant que vous n'avez pas écrit noir sur blanc ce plan, vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir déployer et être convaincant face au top management. Alors autre chose qui est très importante, c'est lié le potentiel d'amélioration du processus budgétaire. Alors quelle est la mécanique? Ici vous avez le budget, et puis du budget qui est plutôt quelque chose de financier, cash compte de résultat, vous allez en sortir des indicateurs de performance qui sont des leviers de création de valeur du budget. Je sais pas moi, taux de service, colis par personne et par heure, non-qualité client, des indicateurs opérationnels, non-service de telle ou telle activité de service. Et à partir de ces indicateurs, vous allez essayer de chiffrer le potentiel d'amélioration. Pour chiffrer le potentiel d'amélioration, c'est le diagnostic. C'est d'aller voir les non-valeurs ajoutées, les gaspillages, et essayer de chiffrer les non-valeurs ajoutées. Une fois que vous avez défini le potentiel d'amélioration sur ces différents indicateurs opérationnels, vous êtes en mesure de fixer des objectifs. Donc moi j'ai une règle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la donne. Si vous avez un potentiel d'amélioration de 50%, 43% en ce qui concerne les opérateurs par exemple, il est raisonnable de se fixer, de combler la moitié de l'écart au potentiel en 2 ans, 2-3 ans. Donc vous allez vous fixer 20%, 22% en 2 ans, c'est-à-dire 11% par an. Vous comblez 50% de l'écart à la limite en 2-3 ans. Ça c'est assez raisonnable. Une fois que vous avez analysé le potentiel, vous savez où sont les non-valeurs ajoutées, parce que vous avez regardé sur le terrain en détail. Et donc le plan d'action, il ne sort pas du ciel, il sort de votre observation terrain. Vous avez clairement compris comment vous alliez pouvoir améliorer. En parallèle, pour nourrir ces plans d'action, vous avez donc l'analyse des potentiels d'amélioration, mais vous avez aussi d'autres outils pour vous aider, qui peuvent être les roadmaps, pour ceux qui en ont. Qui a des roadmaps dans la salle? Bon, donc
Donc